Merci beaucoup pour cette invitation à participer à cette table ronde sur les vécus concrets du transnational. Donc moi, je vais effectivement vous parler de circulation des enfants, mais d'une forme de circulation à rebours, puisque ce sont des enfants donc, qui sont nés dans le pays où ont migré leurs parents sénégalais, et qui sont envoyés pour quelques années pour grandir au Sénégal, donc à Dakar. Donc de fait loin de leurs parents, mais proches de leurs grands-parents, tantes, oncles, cousins, cousines, etc. Donc j'ai cherché à comprendre la place de cette pratique d'éducation et de prise en charge des enfants dans tout simplement les stratégies de reproduction et de mobilité sociale. Donc de la part de groupes de parenté, vous l'avez compris, plus larges que la famille nucléaire, et qui vont inclure donc les parents qui travaillent en migration, les enfants qui circulent et les autres membres d'un groupe de parenté quotidienne qui sont restés au Sénégal. Donc j'ai essayé d'analyser plutôt les pratiques matérielles de ces collectifs familiaux avec une approche par l'économie domestique transnationale. Avec une question qui est assez cruciale, que je vais pas forcément développer là, mais qui est à qui confie-t-on les enfants? C'est-à-dire que la première chose pour pouvoir envoyer un enfant au Sénégal, c'est de disposer de quelqu'un de confiance et de quelqu'un qui soit disponible pour accueillir ses enfants. Cet enfant ou ses enfants. Donc ensuite, quels sont les montants des transferts d'argent, quel marquage de l'argent pour chaque dépense, chaque facture, chaque personne, et donc qui paye quoi et qui prend en charge qui. Et aussi une question qui arrive dans un second temps, parce qu'on va voir que ce sont des très jeunes enfants qui partent, c'est comment sont choisies les écoles des enfants et des neveux et nièces à Dakar. Donc du coup, qui conseille et qui décide de chaque côté les migrants et les immobiles. Alors du coup, dans cette enquête, j'ai suivi des membres de familles transnationales et d'un réseau d'interconnaissance qui partait de Dakar et d'un quartier qui s'appelle Yoff, et qui m'ont amené ensuite principalement aux États-Unis et en Italie. Donc je suis rentrée par d'abord une famille, et puis par les écoles qui me donnaient accès aux dossiers scolaires et donc aux lieux de naissance des enfants. Puis après un certain moment passé dans les écoles, j'ai pu avoir accès à d'autres familles du même quartier qui accueillaient donc au moins un enfant né en Italie ou aux États-Unis. Donc j'ai surtout cherché à comparer les caractéristiques sociales des enquêtés selon le pays de migration, selon qu'ils étaient partis aux États-Unis ou en Italie, et les effets des contextes nationaux sur ces circulations et sur les âges au départ des enfants. Et ensuite sur les trajectoires sociales familiales. Donc c'était assez étonnant et assez contre-intuitif au départ de voir que ces enfants partaient entre 0 et 6 ans, et avec des âges qui étaient différents, puisque les enfants nés aux États-Unis partaient plutôt entre 0 et 2 ans, et les enfants nés en Italie partaient en moyenne entre 3 et 6 ans. Donc je vais d'abord parler des États-Unis, donc dans un contexte pour les parents rencontrés aux États-Unis de quasi plein emploi, donc des couples biactifs à temps complet, effectuant aussi un grand nombre d'heures supplémentaires, donc des livreurs, chauffeurs poids lourds, aides-soignantes et aides-soignants. Aux États-Unis, on a une entrée à l'école maternelle publique qui est plus tardive qu'en Italie. Donc aux États-Unis, c'est 5 ans. En Italie, c'est 3 ans. Et les deux éléments contextuels qui avaient le plus d'impact sur le fait que des enfants partent ou non aux États-Unis, c'était surtout le coût élevé des modes de garde, donc des modes de garde qui du coup doivent s'étaler entre 0 et 5 ans, et la multiplication des rôles pour les mères, donc le fait d'avoir un emploi salarié, de s'occuper du travail domestique et du soin aux enfants. Donc jusqu'aux 5 ans de l'enfant, si les enfants partent pas, ils vont être pris en charge par des babysitters souvent non déclarés, qui représentent pour les couples enquêtés aux États-Unis le seul mode de garde qui est finalement soutenable pour eux. Et la garde par des babysitters, qui étaient souvent immigrantes également, était un sujet d'inquiétude permanent pour l'ensemble des mères rencontrées. Elles déclarent notamment ne pas avoir l'habitude de confier leurs enfants à des inconnus.
et sont globalement insatisfaites par la qualité du soin. Une mère qui rapporte les propos qu'elle a tenus à sa baby-sitter explique lors d'un entretien « Je ne connais pas ce mode de vie. C'est la première fois que je confie mon enfant à un étranger. Donc, ça me touche beaucoup. Et puis, je ne te connais pas. Tout est basé sur la confiance et moi, je dois aller au boulot. » Donc effectivement, la relation avec la babysitter est ici pas médiée par un contrat de travail. Elle va reposer intégralement sur la confiance, la réputation. Et ce mode de garde est également instable puisque les babysitters peuvent cesser de garder l'enfant sans préavis, si elles trouvent un emploi mieux rémunéré ou en cas d'empêchement personnel. Et ensuite, les mères expriment aussi un épuisement général lié à une multiplication des rôles aux États-Unis auxquels elles ne sont pas forcément habituées. À Dakar, la plupart viennent de grandes maisons familiales, donc où il va y avoir entre 12 et 20 personnes, donc plusieurs générations, plusieurs familles nucléaires. Et lorsqu'une femme, une mère, va décrocher un emploi salarié, le plus souvent, elle va être soulagée d'une partie des tâches domestiques et du soin aux enfants par d'autres femmes, rémunérées ou non. Donc ça peut être des belles-sœurs, des cousines, leur propre mère, ou une domestique salariée, les lingères de quartier, etc. Donc de fait, la répartition des rôles et des tâches à Dakar va trancher avec la configuration domestique qui devient strictement nucléaire aux États-Unis. Donc finalement, les mères, quand elles confient leurs enfants à leur propre mère ou à l'une de leurs sœurs au Sénégal, elles se disent moins fatiguées et en même temps rassurées sur la qualité du soin familial à Dakar, ce qui ne va pas les empêcher aussi de témoigner de la tristesse liée au manque des enfants, mais en tout cas, elles n'ont pas d'inquiétude et pas de choc non plus, parce que c'est une pratique qui est très courante au Sénégal de confier ses enfants à quelqu'un d'autre quand c'est nécessaire. Donc voilà, c'est aussi des couples qui envoient des sommes importantes au Sénégal, c'est pas le cas de tous les Sénégalais, et qui vont financer donc les frais liés à leurs enfants. Donc ça crée aussi une continuité de la maisonnée qui existait avant le départ des migrants, qui vont prendre en charge une grande partie des factures de la maison, la scolarité de leurs neveux et nièces, etc. Alors en Italie, c'est un peu différent parce que la garde des enfants en bas âge va pas forcément poser problème, car la plupart des mères rencontrées travaillent pas et s'occupent elles-mêmes des jeunes enfants. D'abord, il y a un taux d'emploi des femmes qui est beaucoup plus bas en Italie qu'aux États-Unis. Et ensuite, le taux de chômage s'est maintenu à un niveau plus élevé après la crise économique de 2008 en Italie, contrairement aux États-Unis. Donc les mères rencontrées étaient peu nombreuses à occuper un emploi et de leur côté, les pères occupaient des emplois peu qualifiés, souvent instables et plus souvent à temps partiel qu'avant la crise de 2008. Donc finalement, le départ des enfants nés en Italie vers le Sénégal va avoir lieu plus tardivement, entre 3 et 6 ans, au moment de la scolarisation maternelle ou élémentaire. Donc du coup, il y a deux choses. Il y a le marché du travail. Les enfants sont plus des nourrissons. À partir de 3 ans, la mère peut avoir envie de mettre en place un projet de recherche d'emploi. Il peut y avoir aussi comme élément déclencheur tout simplement la perte d'emploi du père et plus largement des difficultés pour boucler le budget familial en Italie. Donc du coup, puisque les conditions économiques permettent pas d'assumer le coût de l'éducation des enfants en Italie, puisque le coût est moins élevé à Dakar, du coup ça permet aussi une forme d'équilibre entre les prises en charge financières, le temps disponible sur des familles transnationales. Donc en fait, en Italie, il y a aussi des parents qui envisagent leur migration plutôt à moyen terme et qui disent parfois vouloir envoyer les enfants devant, puisque il y a l'idée que la précarité des conditions de vie en Italie va faire que peut-être ils repartiront et que donc il vaut mieux scolariser les enfants en langue française dans les écoles au Sénégal que les scolariser en langue italienne. Comme l'exprime un père d'une quarantaine d'années qui a un niveau scolaire BEPC et qui est cariste 30 heures par semaine, il dit: si tes enfants grandissent ici, tu es sûr que tu ne pourras plus rentrer. Le français, c'est leur avenir. Pour retourner au Sénégal aussi, avec l'italien, après ils sont foutus, ils vont rester. Et sa femme, donc la mère des enfants, me disait aussi l'italien, c'est Malpensa, est terminé. Donc Malpensa, c'est l'aéroport de Milan. C'est de dire qu'en dehors de l'Italie, la langue italienne n'est pas intéressante pour l'avenir des enfants.
Donc là, il y a l'enjeu de la langue enfin voilà, du français qui est vu comme une ressource internationale où voilà, les parents disent bien après il pourra faire ses études au Québec, en France, en Suisse, et puis pourquoi pas en Amérique. Et l'idée de pouvoir se positionner, comme le disait ce père, de pouvoir se positionner face au monde. Et puis évidemment, le français, ça sert aussi comme langue de communication en Afrique de l'Ouest. Alors, un autre élément qui compte aussi beaucoup, ce sont les conditions de maintien d'un séjour régulier pour les enfants et le maintien du droit, comme c'est souvent dit, à sortir du Sénégal. C'est-à-dire que les enfants grandissent quelques années à Dakar, mais il faut pouvoir maintenir leur titre de séjour. Donc les enfants qui sont nés en Italie et qui vivent à Dakar, ils doivent effectuer des allers-retours tous les 2 ans pour renouveler leur titre de séjour. Donc du coup, ça perturbe pas mal leur scolarité. Donc un coup en français à Dakar, un coup en italien en Italie. Et ça va créer des trajectoires scolaires un peu heurtées, leur langue maternelle étant le Wolof. Au contraire, les enfants nés aux États-Unis et vivant à Dakar vont disposer de la nationalité états-unienne à la naissance et vont pouvoir rester plusieurs années à Dakar, certains jusqu'au bac. Avec l'idée toujours de revenir continuer une scolarité plus tard universitaire aux États-Unis, dans l'idéal bien sûr. Et donc ça va leur donner une situation plus stable à la fois du point de vue affectif et du point de vue scolaire de rester un plus grand nombre d'années à Dakar. Voilà, donc là c'est en fait la façon dont les familles vont faire circuler les enfants en soupesant un peu les ressources de 2 territoires, de 2 lieux de la famille, les contraintes de 2 ou plusieurs territoires, parce qu'il y a aussi dans les fratries des gens qui sont en Italie, aux États-Unis, qui vont faire un voyage aux États-Unis pour voir s'ils y laisseraient éventuellement leurs enfants, etc. Et donc une idée d'augmenter aussi le portefeuille spatial pour la génération suivante. Donc là, ce sont toutes les questions d'économie domestique transnationale au temps présent. Et ensuite, il y a toutes les questions de l'idée de maintenir son statut social. Donc en fait, ce sont les parents que j'ai rencontrés aux États-Unis et en Italie, et donc la majeure partie de mon terrain s'est aussi déroulé à Dakar, donc là où prennent sens aussi ces pratiques, ont vécu une forme de double déclassement, un déclassement intergénérationnel qui est lié aussi voilà, aux politiques d'ajustement structurel au Sénégal. Ces parents qui font partie des classes moyennes au pluriel. Les pères des migrants adultes avaient accédé après l'indépendance à des postes de fonctionnaires, parfois cadres. Ils avaient investi dans des entreprises familiales. Et au moment où la génération des adultes que j'ai rencontrés est arrivée sur le marché du travail, ils sont pas réussi à s'insérer à la hauteur de leur diplôme au Sénégal. Du coup, voilà, ce sont ces parents-là qui ont migré et qui ont vécu ensuite des formes de déclassement social, également de disqualification raciale, à leur arrivée aux États-Unis ou en Italie, relativement à la position sociale de leur famille dans l'espace sénégalais. Donc dans l'espace sénégalais, plutôt des classes moyennes, c'est des parents qui avaient entre un niveau BEPC à Bac+2, ce qui les classe dans leur génération parmi les 20% des Sénégalais les plus diplômés. Et quand ils arrivent aux États-Unis et en Italie, ils se mettent à occuper des emplois peu qualifiés par rapport à ce qu'ils pourraient obtenir dans l'idéal au Sénégal, habitent des quartiers, voilà, dans des appartements en location, alors que leur famille était propriétaire à Dakar, dans des quartiers populaires où vont résider une part importante de familles étrangères également ou racisées, surtout pour les États-Unis. Et après, il y a des différences aussi. Partir aux États-Unis, destination plus prestigieuse, ça nécessite des ressources financières importantes, d'avoir déjà obtenu des visas auparavant, et d'avoir des preuves de retour, donc parfois un CDI, un acte de propriété, alors que partir en Italie, ça va nécessiter moins de ressources scolaires et économiques. Donc on a aussi des positions sociales de départ de parents appartenant parfois aux mêmes familles,
Donc là, ça me fait penser à ce que Alessandro, mon soutien, a expliqué ce matin sur Odette Stark et le fait de diversifier les risques et les destinations. Mais du coup, ce sont pas exactement les mêmes positions sociales de départ, et on a vu que ça donne pas forcément la même chose sur ce pari de faire circuler les enfants vers le Sénégal. Par exemple, les mères en Italie avaient des niveaux de diplôme moins élevés que les mères rencontrées aux États-Unis. En moyenne, 6% des femmes sénégalaises résidant en Italie en 2010 étaient diplômées du supérieur contre 37% aux États-Unis. Donc là, on voit des différences assez flagrantes. Et donc finalement, le fait d'envoyer les enfants, c'est aussi tenter de maintenir son statut social au Sénégal. C'est tenter d'éviter l'échec social à leurs enfants. Donc ça, c'est plutôt une projection dans le futur. Une forme de prévention familiale des risques qu'ils ont identifiés liés au fait de grandir en tant qu'enfant d'immigrés dans des quartiers populaires, des mauvaises fréquentations, les risques de délinquance, etc. Et alors qu'au Sénégal, voilà, ils peuvent accéder à des écoles maternelles dès 3 ans, contrairement aux États-Unis où ça va être 5 ans, des écoles privées de bonne réputation, un entourage qui va être nombreux et disponible, avec aussi de l'espace. Les parents parlaient souvent aussi que le fait que les enfants étaient enfermés dans les appartements, ils étaient seuls, ils vivaient beaucoup de solitude, voilà, alors que au Sénégal, il y a une habitude de vie collective. Et puis dans cette idée dans cette idée d'envoyer les enfants, il y a aussi de représenter la réussite des parents au Sénégal. Et il y a aussi l'idée de façonner le caractère et le comportement de l'enfant dans la façon dont ça va être valorisé au Sénégal, c'est-à-dire des enfants qui vont être plutôt humbles, disciplinés, respectueux. Puisque il y a des formes d'investissement par génération dans les enfants, et dans un cadre où la protection sociale repose uniquement sur les solidarités familiales et pas sur l'État, c'est important que les enfants démontrent leur capacité à faire continuer ces circuits transnationaux de transfert d'argent, de circulation de personnes à la génération suivante. Et c'est un peu ça la peur des parents finalement, c'est l'idée d'avoir une génération perdue, des enfants perdus, comme disait Lila Belkacem dans ses travaux, ou la peur de voir en migration des enfants devenir des étrangers à leurs parents, pour reprendre l'expression de Abdelmalek Sayad dans ses articles sur les enfants illégitimes. Et je pense que je vais m'arrêter là.